3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 3 petites minutes pour fracasser l'équilibre européen tel qu'on le connaissait. Scholz venait de finir son discours, ce discours arrogant, calibré, habituel. Le genre de discours où Berlin rappelle à tout le monde qui commande vraiment en Europe. Il attendait les hochements de tête, il attendait la France pliée comme d'habitude, sauf que cette fois, Sébastien Lecornu s'est levé. Et ce qu'il a dit ensuite, personne dans cette salle du Conseil européen n'était prêt à l'entendre. Parce que ce n'était pas un désaccord de façade, ce n'était pas de la diplomatie polie. C'était un message clair, brutal, historique. L'ère de la soumission française à Berlin s'est terminée. Définitivement. Scholz avait construit un piège, élaboré, calculé. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose, c'est lui qui allait s'y retrouver coincé. Ce matin-là, à Bruxelles, l'atmosphère dans la grande salle du Conseil était électrique. On sentait que quelque chose allait se passer. 27 chefs d'État et de gouvernement, 27 réunis à Bruxelles pour parler d'avenir économique officiellement. Mais soyons honnêtes, tout le monde dans cette salle savait exactement ce qui se jouait vraiment. C'était pas une réunion technique, c'était un rapport de force. Berlin contre Paris, la rigueur contre la souplesse, l'Allemagne contre la France. Scholz était là comme d'habitude avec sa délégation, avec sa confiance habituelle. Et pourquoi pas une première économie européenne? Des décennies à dicter les règles du jeu. Il pensait une fois de plus pouvoir imposer sa vision surtout à la France qui, faut l'avouer, traversait une période pas franchement glorieuse sur le plan politique intérieur. Sauf que Lecornu, lui, il n'avait pas passé des semaines à se préparer pour venir négocier. Non, il était venu pour tout faire basculer, pour réécrire l'équilibre européen, et personne ne le savait encore. Personne, sauf peut-être Macron qui observait la scène depuis le fond de la salle avec ce sourire, vous savez lequel, ce sourire qui dit « Regardez bien parce que ça va commencer ». Ça commence dès la première session et franchement Scholz ne perd pas de temps. Il prend le micro avec cette assurance qu'on lui connaît bien, cette espèce d'autorité naturelle qu'il porte comme un costume trop bien repassé. Mes chers collègues européens, déjà ce ton paternaliste qui, soyons honnêtes, tape sur les nerfs de tout le monde depuis des années. Et il enchaîne, l'Union européenne traverse une période difficile. Bon, ça on s'en doutait, mais là où ça devient intéressant, c'est la suite, parce que Scholz sort son offensive habituelle, déficit français par-ci, politique de relance par-là, austérité comme solution universelle. Chaque phrase est placée avec une précision chirurgicale calculée pour rappeler aux Français leur supposée dépendance économique vis-à-vis de Berlin. C'est du classique, du grand classique même. Il croit tenir sa proie. Sauf que quelque chose cloche. Lecornu ne réagit pas comme prévu. Pas de défense immédiate. Pas d'agitation. Il prend tranquillement ses notes, observe la salle laisse. Scholz vide son chargeur et quand le chancelier termine enfin sa première salve, Lecornu lève les yeux et dit simplement « Avez-vous terminé, monsieur le chancelier ?» Poli, calme, mais avec quelque chose dans la voix, une densité, une froideur presque imperceptible qui visiblement met Scholz mal à l'aise. Et là, on sent que ce sommet ne va pas se passer comme prévu. Je souhaiterais répondre à vos observations. Il se lève, lentement, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. 3 minutes, c'est tout ce qu'il lui faut. 3 minutes pour retourner toute la salle. « Monsieur Scholz !» Pas de fioriture, juste le nom, avec ce calme qui franchement est plus dévastateur que n'importe quelle colère. Vous nous parlez de discipline budgétaire, touchant, vraiment touchant venant du pays qui a bâti sa prospérité sur le dos de ses voisins. Le silence qui suit, pesez-le, parce que personne ne parle comme ça à l'Allemagne, personne. Et lui, il vient de le faire en direct devant tout le monde. Il sort un dossier de sa serviette, geste calculé, vous vous en doutez, et il continue. 300 milliards d'euros d'excédent commercial par an. Vous savez à qui vous devez ça, à vos partenaires, ceux qui achètent ce que vous produisez. Scholz tente de placer un mot. Les échanges commerciaux? Non. Ah, n'interrompez pas, monsieur le chancelier. Vos leçons de morale économique, j'en entends depuis des années. Aujourd'hui, c'est votre tour d'écouter. Et là, le ton a basculé, définitivement. Scholz, il est blanchi, livide,
Parce que personne n'avait jamais osé lui sortir ça en face dans une assemblée européenne. L'écornu ne fait plus de la diplomatie. Il fait de la chirurgie. Il ouvre, il découpe, il expose. Votre modèle économique, c'est de l'égoïsme. Habillé en vertu, vous prêchez l'austérité à vos voisins tout en pratiquant le dumping social chez vous. Vous critiquez nos déficits, tout ça, pendant que vous profitez de notre marché. Et les autres dirigeants dans la salle, ils regardent, avec de l'admiration, avec de l'inquiétude, les deux en même temps. Parce que ce que l'écornu est en train de faire, ça ne s'est jamais vu. Mais le meilleur, il arrive. Et votre politique énergétique, Monsieur Scholz, pendant que vous nous donniez des leçons sur l'indépendance européenne, vous construisiez Nord Stream pour enrichir Poutine. Coup de grâce, fini. La salle n'explose pas dans le bruit, dans le silence. Scholz essaie de répondre « Monsieur le cornu, vous déformez. » Et le cornu le coupe net. « Je déforme quoi exactement ? La réalité de votre dépendance au gaz russe, votre refus d'aider l'Ukraine militairement, votre complaisance envers Moscou. C'est plus un débat, c'est une exécution politique. » Le chancelier essaie de reprendre la main. Mais à peine ouvre-t-il la bouche que le cornu lui coupe l'herbe sous le pied. L'Allemagne a toujours... Non. L'Allemagne a surtout toujours mis ses intérêts commerciaux avant l'intérêt européen. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez nous faire la morale sur la responsabilité. C'est d'un ridicule achevé. La salle est sous tension, les traducteurs n'en reviennent pas. Les caméras tournent à plein régime et le cornu, lui, n'a pas encore fini. On parle de quoi exactement ? De votre gestion catastrophique de la crise migratoire, de votre refus de solidarité avec l'Italie et l'Espagne. Ou peut-être de votre blocage systématique sur la défense européenne, vous choisissez. Scholz tente une dernière fois de répondre. Trop tard. Ces accusations sont... Eh non! Ces accusations sont des faits vérifiables. Je cite la Commission européenne... Ou vous préférez que ce soit nos collègues italiens et espagnols qui prennent la parole. Le Premier ministre italien acquiesce. Son homologue espagnol fait de même. Le silence de Scholz dit tout. Jamais l'Assemblée européenne n'avait assisté à une telle scène. Le cornu, la voix devenue glaciale, tranche nette. Vous confondez leadership et domination, monsieur le chancelier. Un vrai leader inspire, vous vous écrasez. Un vrai leader uni, vous vous divisez. Scholz accuse le coup. Lui qui avait toujours imposé sa loi par le simple poids économique de l'Allemagne, le voilà soudain déstabilisé, presque nu face à la salle. Et le cornu ne s'arrête pas. Il enfonce le clou. La France en a assez de votre arrogance totale, assez de vos leçons permanentes, de cette condescendance que vous portez comme une médaille, de cet égoïsme que vous osez déguiser en vertu. Le mot « total » claque dans la salle comme une gifle sonore. Autour d'eux, les alliés traditionnels de Scholz comprennent les uns après les autres qu'ils viennent de l'abandonner. C'est la première fois depuis des décennies qu'un dirigeant européen ose balancer ce mot-là en pleine face du chancelier allemand. Vous voulez nous faire la leçon sur l'économie, très bien. Mais commencez d'abord par assumer ce qui vous appartient, accepter un vrai budget européen, financer la transition écologique, ouvrez vos marchés publics, montrez l'exemple au lieu de faire la morale à tout le monde. Scholz tente une contre-attaque désespérée visiblement. L'Allemagne contribue davantage. L'Allemagne contribue selon ses propres intérêts, le coupe le cornu net. Vous payez pour préserver votre domination économique, pas par générosité envers l'Europe. Et là, le Premier ministre se retourne vers l'ensemble de l'Assemblée. Mes chers collègues européens, regardez bien ce qui se joue ici aujourd'hui. Dès qu'on ose pointer du doigt l'Allemagne, on nous accuse d'ingratitude. Mais l'Europe, ce n'est pas l'aumône allemande, c'est un projet commun porté par des égaux. L'ovation qui éclate surprend même le cornu. Les dirigeants d'Europe de l'Est se lèvent les premiers suivis par les Méditerranéens, et même certains alliés historiques de Berlin applaudissent, discrètement, mais ils applaudissent. Scholz, lui, se retrouve complètement seul. Il ne sait plus où poser les yeux. Sur son visage, un mélange de colère froide et d'incompréhension totale. Pour la première fois depuis qu'il occupe la chancellerie, il vient de subir une humiliation publique devant l'ensemble de ses partenaires européens.
Monsieur Scholz, conclut le cornu en se rasseyant calme, presque serein, le temps où l'Allemagne imposait sa loi à l'Europe est révolu. Nous sommes disposés à coopérer en tant qu'égaux, mais nous refusons désormais et définitivement de subir. Le silence qui s'installe est assourdissant. Puis peu à peu, les conversations reprennent. Mais tout le monde dans cette salle a parfaitement compris qu'il vient de se passer quelque chose d'historique. 3 minutes! Il aura fallu 3 minutes pour faire basculer l'équilibre européen. Et les heures qui suivent ne font que confirmer l'ampleur du séisme. Les délégations européennes convergent vers le cornu. Le Premier ministre italien lui glisse « Il était temps que quelqu'un dise ces 4 vérités à Berlin ». Son homologue espagnol renchérit « Nous attendions ce moment depuis des années ». Et là, c'est peut-être le signal le plus fort, même les pays nordiques, traditionnellement dans l'orbite allemande, prennent leur distance. Le Premier ministre danois confie à Lecornu « Votre discours a libéré la parole européenne ». Pendant ce temps, côté Berlin, c'est la sidération. Les conseillers de Scholz tentent de limiter les dégâts, mais soyons honnêtes, le mal est irréparable. Pour la toute première fois depuis la réunification, l'Allemagne se retrouve isolée dans une enceinte européenne. Isolée, ce mot-là, il faut le laisser résonner. La presse européenne s'emballe immédiatement. ARD titre « Humiliation pour Scholz à Bruxelles ». La BBC parle d'un tournant historique dans les relations franco-allemandes. Reuters évoque la renaissance du leadership français en Europe. Mais la formulation la plus juste reste simple et radicale. Lecornu vient de redéfinir l'équilibre européen. Et les réseaux en feu. Le hashtag Lecornu contre Scholz explose dans toute l'Europe. Les extraits de la confrontation tournent en boucle des millions de vues en quelques heures. Les commentaires affluent. Enfin quelqu'un qui tient tête à l'Allemagne. Lecornu, nouveau leader européen. Scholz humilié par la France. L'histoire vient de s'écrire en direct. Et là, mes amis, l'Europe entière retient son souffle. Rome, Madrid, Varsovie, toutes ces capitales unanimes. Un diplomate italien lâche la phrase qui résume tout. Il a dit tout haut ce que nous pensions tous tout bas. Voilà, c'est dit. Mais à Berlin, c'est le chaos total. L'entourage de Scholz est en état de choc. Personne ne comprend. Comment il a fait ça? D'où sortait ce dossier? Comment on prépare une attaque aussi chirurgicale sans que personne ne le voie venir? Des semaines entières, les services de renseignement allemands vont éplucher chaque détail de cette humiliation publique. Pendant ce temps, à l'Élysée, l'atmosphère est, délicieuse. Macron, qui avait donné carte blanche, savoure. Il glisse à ses conseillers, il était parfait. Il a prouvé que la France sait encore surprendre. Et les conséquences, vous croyez que ça s'arrête là? Absolument pas. Dans les semaines qui suivent, tout se débloque. Le budget européen de la défense bloqué par Berlin depuis des mois retrouve soudain une deuxième vie. La taxe carbone aux frontières que Scholz ralentissait méthodiquement accélère brusquement. Une seule journée, un seul homme, et l'Europe change de vitesse. 3 minutes. Il n'en a fallu que 3 minutes à Lecornu pour accomplir ce que des années de négociations diplomatiques n'avaient jamais pu faire remettre l'Allemagne à sa place sur l'échiquier européen. Franchement, je vous jure, personne ne l'avait vu venir. Parce que soyons honnêtes, jusqu'à ce moment-là, Lecornu, c'était qui? Un technocrate discret, propre sur lui, pas de vague. Et là, d'un coup, bam! Il révèle une face de lui que personne ne soupçonnait, celle d'un vrai leader européen. Tenir tête aux géants allemands comme ça devant tout le monde, les observateurs en sont encore bouche bée. Et les répercussions, elles arrivent vite, très vite. Dans toutes les capitales, ça bouge. À Rome, Giorgia Meloni convoque illico une réunion d'urgence avec ses conseillers. Et ce qu'elle dit, c'est fort, nous venons d'assister à un moment charnière. Son ministre des Affaires étrangères, lui, il va encore plus loin. Si la France ose défier l'Allemagne, nous pouvons faire de même. Voilà, le signal est envoyé. Le jeu européen vient de changer. Madrid, explosion totale. Pedro Sánchez, l'homme qui encaissait depuis des mois les sermons budgétaires de Berlin, il a littéralement soufflé en regardant ce discours. Il aurait dit à ses ministres, et j'adore cette formulation, « Enfin, quelqu'un a eu le courage de dire que l'empereur était nu. » Parce que c'est exactement ça. L'Allemagne donnait des leçons à tout le monde et personne n'osait répliquer. Sanchez lui en était conscient depuis longtemps. Il rajoute « On n'est pas des vassaux, on est des partenaires. »
Voilà, c'est dit. Varsovie. Même énergie, mais en mode revanche. Le Premier ministre polonais Morawiecki, qui lui n'a jamais caché son agacement vis-à-vis de Berlin, il jubile ouvertement. En réunion gouvernementale, il lâche cette phrase qui claque « Ce que nous essayons de faire depuis des années le cornu l'a accompli en 3 minutes. » 3 minutes. Vous réalisez l'ampleur du truc? Des années de friction diplomatique, des sommets, des négociations tendues. Et un seul discours change la dynamique. Budapest. Et là, c'est peut-être la réaction la plus intéressante. Parce qu'Orban, et franchement, on le connaît, il fait ses propres coups. Là, il reconnaît la performance. Il analyse. Le cornu a démontré qu'on peut tenir tête à l'Allemagne sans claquer la porte de l'UE. Et ça, c'est une lecture politique extrêmement fine. Parce que la thèse implicite depuis des années, c'était soit tu te soumets à Berlin, soit tu deviens un paria européen. Le cornu vient de prouver que c'est faux. Complètement faux. Prague. C'est là que tout bascule vraiment. Le Premier ministre tchèque, un homme connu pour sa diplomatie feutrée pour ne jamais froisser Berlin, prend la parole. Et pour la première fois de sa carrière, il ose, ouvertement, sans filet. Le cornu a dit ce que nous ressentions tous. L'Allemagne nous traite comme des clients, pas comme des partenaires. Voilà, c'est dit et c'est dévastateur. À Berlin, ce n'est plus une onde de choc, c'est un séisme. Dans les couloirs de la chancellerie, personne ne parle. On se regarde. On tente de comprendre comment on a pu être pris à ce point par surprise. Un conseiller de Scholz finit par lâcher à voix basse « Nous avons sous-estimé les Français ». Le cornu préparait cette confrontation depuis des semaines, peut-être des mois. Des semaines, des mois, pendant que Berlin dormait. Les services de renseignement allemands sont mis en état d'alerte. L'obsession du moment d'où venaient ces informations. Comment le cornu pouvait-il connaître les détails des accords commerciaux secrets? Les coulisses des négociations énergétiques? La conclusion tombe froide et définitive dans la bouche du chef du renseignement allemand. Nous avons face à nous un adversaire redoutable. Il faut tout revoir, tout repenser, tout repenser, tout. Et dans les médias, c'est la déroute totale. Der Spiegel, l'humiliation de Scholz. Die Zeit parle de la fin de l'hégémonie allemande en Europe. Même Bild, ce journal qui n'a jamais aimé l'autocritique, reconnaît que les points ont été marqués. Les éditorialistes, ces mêmes gens qui célébraient la puissance économique allemande, sont forcés d'admettre l'évidence. L'un d'eux écrit, et je vous lis ça mot pour mot, « Nous avons été naïfs. Nous pensions que notre poids économique nous donnait tous les droits. Le cornu vient de nous rappeler que la politique, ce n'est pas que de l'économie. » Et ça, mes amis, c'est la phrase de l'année. Et là, mes amis, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les premiers à lâcher Berlin, ce n'est pas les ennemis traditionnels de l'Allemagne. Non, non, non. Ce sont ses propres alliés. Les Pays-Bas, pays frères partenaires historiques, toujours dans le même camp que Berlin depuis des décennies, prennent leur distance. Et Mark Rutte, en privé, aurait dit quelque chose d'assez cinglant, que Scholz était allé trop loin dans l'arrogance et que les cornus avaient eu entièrement raison de le recadrer. L'Autriche, elle va encore plus loin. Pourtant, économiquement soudée à l'Allemagne, elle dit clairement qu'elle ne peut plus accepter que Berlin dicte sa loi à toute l'Europe. C'est du jamais vu. L'Allemagne isolée sur la scène européenne en 2024. Et alors là, les médias internationaux s'en emparent. La BBC sort un documentaire spécial. CNN analyse le nouveau rapport de force entre Paris et Berlin. Même Fox News qui s'intéresse généralement aussi peu aux affaires européennes qu'un poisson à la météo évoque ce qu'elle appelle la gifle française à l'arrogance allemande. Le New York Times publie un éditorial remarqué où il est écrit que la diplomatie française venait de retrouver ses lettres de noblesse. Le Washington Post titre sur comment un premier ministre français a changé l'Europe en 3 minutes. 3 minutes. Et dans les universités américaines, cette séquence est déjà intégrée comme cas d'école dans les cours de relations internationales. Le soft power, les gars. C'est exactement ça. Franchement, même les plus grandes universités du monde n'ont pas pu rester muettes. À Harvard, un prof de Sciences Po lâche cette phrase qui résume tout. Le cornu vient de démontrer comment l'intelligence peut triompher de la force économique brute. Et au MIT, c'est carrément la stratégie de communication du Premier ministre qui passe en cours magistral. Un spécialiste commente «
Il a retourné la situation avec une maestria confondante. Scholz pensait donner une leçon, il en a reçu une. Voilà. C'est dit. Mais attendez, parce que les effets concrets, ils arrivent vite. Dans les jours qui suivent, l'euro se renforce face au dollar. Pourquoi? Parce que les marchés sentent quelque chose, une Europe peut-être plus unie, moins écrasée par le poids de Berlin. Les places financières européennes réagissent positivement à ce rééquilibrage. Un analyste de la City de Londres le dit clairement, les investisseurs étaient lassés de l'hégémonie allemande. L'intervention de l'écornu redonne de la crédibilité au projet européen. À Paris, c'est l'euphorie. Le CAC s'envole, les boîtes françaises voient dans cette victoire diplomatique une opportunité enfin de renégocier leurs relations avec leurs partenaires allemands. Le patron d'un grand groupe résume l'ambiance « Le cornu nous a donné les moyens de nos ambitions ». C'est fort ça. À Francfort, en revanche, ambiance tout autre. Les entreprises allemandes s'inquiètent. Le rapport de force a changé et leur lobby multiplie les contacts avec la chancellerie pour comprendre la nouvelle donne. Et le président d'une grande banque allemande finit par admettre, et c'est rare, nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité européenne. Voilà. Quand la politique fait trembler les marchés, et là, mes amis, le choc de répercute jusqu'aux institutions européennes et pas qu'un peu. La Commission européenne, qui a toujours joué dans l'équipe de Berlin, commence soudainement à prendre ses distances. Et devinez quoi, Ursula von der Leyen, elle-même allemande, rappelons-le, félicite discrètement le cornu. Tiens. Au Parlement européen, les députés français retrouvent enfin de la confiance. L'un d'eux lâche, il nous a montré la voie. On n'a plus à subir les diktats de Berlin. Ouais. Voilà ce qu'on appelle un moment de bascule. Et le Conseil européen, même Charles Michel, le président belge, confie en coulisses que Le Cornu a libéré la parole européenne, que désormais, chacun ose exprimer ses divergences avec l'Allemagne, sans avoir peur. Maintenant, 3 mois plus tard, les résultats concrets arrivent. Ce budget européen de la défense bloqué depuis des mois, adopté. La France obtient gain de cause sur plusieurs dossiers industriels. Et là, moment historique même, un diplomate allemand reconnaît « On doit désormais négocier, pas imposer ». C'est énorme, les gars. Et franchement, le résultat pour Scholz, c'est une catastrophe en direct. Sa cote de popularité s'effondre. Les sondages parlent d'eux-mêmes pour la première fois, l'opposition le dépasse. Scholz a humilié l'Allemagne, écrit un grand quotidien conservateur. Il a exposé notre faiblesse face à Paris. Et le pire dans tout ça, les coups viennent de l'intérieur. Au sein même du SPD, des voix réclament discrètement sa tête. Olaf a perdu toute crédibilité européenne, confie l'un de ses propres cadres. Après ce qui s'est passé, comment il négocie, il fait comment. À l'opposé, et c'est là que ça devient intéressant, le cornu, lui, il monte. Il monte vite. Les invitations arrivent de partout, de toutes les capitales européennes. Les leaders veulent rencontrer l'homme qui a dit non à Berlin. Sébastien est devenu une star européenne, observe un diplomate français. Il incarne quelque chose de nouveau, le retour de l'influence française. Et dans 6 mois, quand les historiens analyseront tout ça, parce qu'ils vont le faire, ils dateraient de ce moment précis le vrai retour de la France au sommet. Pas par la puissance économique, par l'audace, par l'intelligence. Le cornu aura prouvé en plein cœur de l'Europe que David peut encore battre Goliath. L'Europe vient de changer de visage. Pour toujours, 3 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'Europe cesse d'être le protectorat de Berlin et redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une union de nations égales. Une confrontation, une posture et une onde de choc dont les répercussions ont largement dépassé ce que quiconque aurait osé imaginer ce matin-là. Parce que les semaines suivantes ne ressemblent à rien de connu. C'est toute l'architecture du pouvoir européen qui se reconfigure bloc par bloc, capitale par capitale. À Washington, on a les yeux écarquillés. Le secrétaire d'État réunit son équipe Europe en urgence. La conclusion tient en une phrase. Les cartes viennent d'être redistribuées. Le cornu n'est plus un acteur secondaire, c'est désormais un interlocuteur de premier plan. Du côté du Pentagone, même constat, mais cette fois sur le terrain militaire, si Paris reprend du poids, face à Berlin, les stratégies de défense doivent être recalculées. Et là où Scholz hésite, les cornus lui semblent décidés. Et les services de renseignement dans tout ça, ils ne mâchent pas leurs mots. Berlin n'est plus le centre unique de décision européen.
Paris est de retour et cette fois, il faudra en tenir compte. Ce qui se passe en coulisses, c'est fascinant. Commençons par Pékin, les Chinois. Ils observent, ils analysent et surtout, ils sourient. Un diplomate chinois le dit clairement, une Europe divisée entre Paris et Berlin nous arrange. Traduction, le chaos franco-allemand, c'est leur terrain de jeu. Le Cornu leur offre une alternative dans les négociations commerciales, quelqu'un de plus pragmatique, selon un responsable du Parti communiste chinois. Et logiquement, des invitations discrètes à Pékin commencent à tomber. Côté Kremlin même, lecture autre angle. Moscou teste, Moscou sonde. Un conseiller de Poutine estime que Le Cornu paraît moins hostile que son homologue allemand. Sa critique de la politique de Berlin. Une fissure que Moscou espère exploiter. La fracture franco-allemande devient pour eux une opportunité stratégique. En Afrique, le signal est reçu 5 sur 5. Le président sénégalais le formule bien, si la France regagne du poids en Europe, la relation avec l'UE peut changer. Les capitales africaines voient dans l'ascension de Le Cornu une fenêtre pour renégocier certains accords. Et ça, c'est un mouvement de fond. Et au Proche-Orient, ça bouge aussi. Israël perçoit Le Cornu comme plus compréhensif sur les enjeux sécuritaires. Les Émirats, eux, passent à l'action. Une visite officielle est organisée pour explorer de nouveaux partenariats. Tout le monde s'ajuste, tout le monde se repositionne. En résumé, quand l'Europe tremble, le monde entier recalibre sa boussole. Et là, mes amis, on touche à quelque chose de vraiment savoureux parce que l'onde de choc, elle ne s'arrête pas aux frontières européennes. Non, 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 elle traverse l'Atlantique. Le Brésil, l'Argentine. Ils ont vu le signal. Le président brésilien l'a dit, Cache Paris, c'est désormais la porte d'entrée vers l'Europe. Plus Berlin, plus Bruxelles, Paris. Et le Mexique, lui, ne perd pas de temps. Il propose carrément un sommet tripartite, France-Mexique-U, histoire de court-circuiter proprement l'influence allemande traditionnelle. Classe. Mais c'est du côté de Berlin que ça fait vraiment mal. Les diplomates allemands commencent à constater l'impensable, leurs interlocuteurs habituels se détournent d'eux pour privilégier Paris. Un ambassadeur allemand l'a même admis, et croyez-moi, ça ne devait pas être facile à écrire dans un rapport officiel. Nous perdons notre monopole de représentation européenne. Voilà, c'est dit. La chancellerie s'agite, multiplie les initiatives diplomatiques en urgence. Mais l'humiliation de Scholz, elle continue de faire des ravages. Certaines blessures ne se pansent pas avec un communiqué de presse. Et le monde économique allemand dans tout ça panique à bord. Les patrons des grands groupes industriels regardent leurs rivaux français leur grignoter des parts de marché région après région. Nos concurrents français profitent de cette nouvelle image de la France, s'alarme l'un d'eux. Image, réputation, influence, tout ça, ça se convertit en contrat. Et visiblement, aujourd'hui, c'est Paris qui signe. Mais attendez, on ne parle pas que d'armée ou de diplomatie ici. L'effet Le Cornu, il s'infiltre partout. Même dans la culture, les alliances françaises à travers le monde voient débarquer des gens qui veulent comprendre ce que devient la France des élites, des intellectuels, des décideurs. Pourquoi? Parce que le nouveau leadership français intrigue. Pendant ce temps, les Goethe instituts allemands, eux, font un peu grise mine. L'allemand recule face aux Français dans certaines des universités les plus réputées de la planète. Un prof de relations internationales à Harvard l'a résumé franchement, Le Cornu a redonné du glamour à la France. Voilà, c'est dit. Et côté économie mondiale, c'est pareil. Les investisseurs réévaluent leur stratégie européenne. Un gérant de fonds à Londres l'explique sans détour, la France sous Le Cornu s'impose comme une vraie alternative crédible à l'Allemagne. Les portefeuilles se rééquilibrent, les entreprises françaises gagnent en attractivité. À Hong Kong, les traders ont même inventé un terme pour ça, le Cornu Effect. Oui, les traders de Hong Kong, ça rigole plus. Et pour finir, les agences de notation commencent elles aussi à bouger. Standard et Poor's remontent la perspective française et dans le même mouvement dégradent légèrement celle de l'Allemagne. Leur analyse est directe, Scholz a perdu une partie de son autorité sur la scène internationale. La France gagne en crédibilité politique. Et ça, c'est pas rien. 1 an. Juste 1 an. Et le monde entier a vu la carte se redistribuer parce que Le Cornu, et on va être honnête, il n'a pas juste survécu à cet affrontement historique. Il l'a transformé en tremplin. La France aujourd'hui n'est plus simplement présente sur la scène européenne. Elle y est centrale, inévitable. Et son influence,
Elle déborde largement au-delà de l'Hexagone pour toucher les grandes capitales mondiales. Un diplomate français posté à l'ONU l'a résumé avec une précision chirurgicale. Sébastien a transformé un moment de tension en opportunité stratégique. Voilà, c'est exactement ça. À l'Élysée, Macron regarde tout ça avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a entre les mains. Et il l'a littéralement dit à ses conseillers. Lecornu a fait plus pour l'image de la France en 3 minutes qu'en 3 années de diplomatie traditionnelle. 3 minutes contre 3 ans. Réfléchissez à ça 2 secondes. Et maintenant, l'Élysée envisage de propulser Lecornu vers des fonctions internationales de premier plan. Logique. Mais pendant que la France monte, l'autre côté de cette histoire, c'est une chute libre. Scholz. Olaf Scholz. L'homme qui pensait dominer la salle à Bruxelles ce jour-là. Depuis l'incident, ses homologues européens ne le regardent plus de la même façon. Plus du tout. Un diplomate nordique, et les Nordiques, ils choisissent leurs mots avec soin, vous le savez, a lâché cette phrase « Olaf a perdu toute crédibilité. Pas une partie, toute. Le chancelier multiplie les initiatives pour se racheter une image. Chaque tentative tombe à plat, sa popularité en Allemagne en chute libre. Les sondages le placent désormais très loin derrière l'opposition conservatrice. Et la presse allemande n'est pas tendre, le Frankfurter Allgemeine y est allé. Franco, Scholz a humilié l'Allemagne face à la France. Il doit partir. Et au sein même du SPD, ça gronde. Des poids lourds du parti réclament ouvertement un changement de leadership. L'un d'eux a été direct. Olaf ne peut plus représenter l'Allemagne avec autorité. Une motion de défiance interne commence même à circuler, discrètement. Mais elle circule, et ce n'est pas tout le monde économique s'en mêle. Le président de la Fédération de l'industrie allemande monte au créneau. Scholz nous fait perdre des marchés. Ses erreurs diplomatiques nous coûtent des milliards. Des milliards, pas des millions. Des milliards, une image, un moment, et tout a basculé. Et là, mes amis, on touche le fond. Scholz est tellement isolé que même ses propres alliés lui tournent le dos. Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, tous. Un ministre néerlandais l'a dit cash, on ne peut plus se permettre d'être associé à cette image de faiblesse. Voilà, c'est dit, c'est brutal, et c'est mérité. Pendant ce temps, de l'autre côté du ring, Lecornu cartonne. Les invitations pleuvent de toutes les capitales, il enchaîne les forums internationaux, et le Premier ministre italien lui sort carrément « Sébastien incarne le renouveau de l'Europe ». Bah oui, forcément. Quand t'as pas peur de te lever et de parler vrai, les gens te suivent. Et le truc de ouf, tout ça en 3 minutes. 3 minutes. Qui auront suffi à redistribuer les cartes sur tout un continent. L'audace et l'intelligence contre l'arrogance et la suffisance. Et comme toujours en politique internationale, l'arrogance finit par se retourner contre ceux qui la pratiquent, sans exception. Mais voilà ce que personne ne vous dit, 2 ans se sont écoulés et le monde entier est encore en train de disséquer ce moment. Tokyo, New Delhi, Cambridge, Paris. Tout le monde analyse, tout le monde prend des notes. On commence par l'Asie. Au Japon, les experts politiques sont fascinés. Un analyste nippon lâche cette phrase qui claque « L'art de Lecornu, c'est nos stratégies de Go ». Il a encerclé son adversaire sans que celui-ci s'en aperçoive. Et Tokyo ne s'arrête pas là, ils veulent carrément inviter le Premier ministre français pour une conférence sur le leadership asiatique. Le leadership asiatique. Vous réalisez ce que ça veut dire? En Inde, Narendra Modi lui-même surveille les méthodes de Lecornu de près. Ce Français comprend comment s'imposer face aux puissances établies, aurait-il confié à ses conseillers. Et la suite logique, New Delhi organise un sommet Inde-France en contournant délibérément Berlin. Délibérément. Côté académique, c'est une explosion. Oxford lance un programme entier sur l'effet Lecornu en relations internationales. Harvard y consacre un séminaire complet, ce n'est plus un événement, c'est un cas d'école. Nous analysons comment un leader peut changer la donne mondiale en quelques minutes, explique le professeur responsable. Les écoles de commerce suivent, à HEC Paris. Un professeur l'affirme sans détour, c'est devenu notre exemple numéro 1 de stratégie de communication.
Le Cornu a montré comment retourner une situation défavorable. En quelques minutes, 2 ans plus tard, le monde entier en parle encore. Et l'Australie, elle ne fait pas semblant. Canberra signe directement avec Paris. Les canaux allemands traditionnels, on les contourne sans même s'excuser. Le Premier ministre australien est limpide. Paris leur offre une alternative européenne que Berlin ne leur a jamais vraiment proposée. Un tournant historique, mes amis. La Corée du Sud, même dynamique. Séoul n'attend pas, elle saisit. Un partenariat technologique franco-coréen est officialisé et les entreprises allemandes en sont explicitement exclues. Un ministre de Séoul résume la situation sans détour. Paris comprend leurs enjeux mieux que Berlin ne l'a jamais fait. Voilà ce qu'on appelle du repositionnement stratégique. Et la Nouvelle-Zélande, dans tout ça, Wellington entre dans la danse. Une alliance du Pacifique se dessine avec la France dedans, l'Allemagne dehors. Le Premier ministre néo-zélandais ne cherche pas à ménager les susceptibilités. C'est le dynamisme de Paris dont ils ont besoin. Côté monde arabe, le signal est encore plus fort. Riyad invite Paris en priorité pour une coopération énergétique exclusive. Un diplomate saoudien le dit sans filtre. Il préfère traiter avec Paris qu'avec Berlin. Les Émirats vont encore plus loin avec un partenariat stratégique franco-émirati qui marginalise délibérément l'Allemagne. Et le Qatar, il organise un forum économique franco-qatarien et les entreprises allemandes snobées, ostensiblement. L'Afrique subsaharienne, elle ne résiste pas. Le Ghana ouvre les négociations commerciales. Le Kenya déroule le tapis rouge pour inaugurer de nouveaux projets d'infrastructures. Paris redevient notre partenaire privilégié en Europe. C'est le président kenyan lui-même qui le dit, mes amis. Et l'Afrique du Sud, historiquement neutre sur tout, commence à pencher. Nelson Mandela Bay confie « Les Cornus nous inspirent confiance ». Le Botswana, le Rwanda, ils signent, ils s'alignent, ils suivent. Mais attendez, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières africaines. Dans les grandes institutions internationales, le vent a tourné. À l'ONU, une coalition de pays émergents se forme autour des propositions françaises. Un ambassadeur africain lâche cette phrase qui fait mal « Sébastien fédère mieux que Scholz ». L'UNESCO victoire française, le candidat allemand pourtant favori s'incline, le FMI bascule, la Banque mondiale révise ses partenariats européens en faveur de Paris. Et l'OMC, elle choisit désormais les propositions françaises aux initiatives allemandes. Le directeur général lui-même reconnaît « Le Cornu a redonné une crédibilité internationale à la France ». Un économiste de Washington résume tout, l'image de leadership de Les Cornus rejaillit sur toutes les institutions. C'est pas de la politique étrangère, c'est une OPA diplomatique. Et franchement, culturellement parlant, c'est là que ça devient dingue. Le monde entier s'est mis à reluquer tout ce qui vient de France, et quand je dis tout, je pèse mes mots. Aux États-Unis, les amphis de fac débordent littéralement de gamins qui veulent apprendre le français. Un prof de Columbia m'a soufflé un truc hallucinant, ses étudiants veulent comprendre le phénomène Les Cornus. Voilà où on en est. Les grandes business schools européennes, elles se battent pour faire monter des intervenants français sur scène. Et devinez quoi? Face à l'allemand, le français grignote des parts dans les cursus internationaux. Un linguiste de Cambridge l'a dit sans détour, Les Cornus a rendu le français sexy. C'est dit. Hollywood a flairé le filon. Un producteur que je ne nommerai pas m'a confié que l'affrontement Les Cornus-Scholz a tous les ingrédients d'un vrai thriller politique. Netflix, pendant ce temps, développe une série entière sur l'ascension du Premier ministre français. Oui, une série sur un Premier ministre français. On est en 2025, les amis. Côté mode, Paris n'est plus en train de tenter de reconquérir son trône, elle l'a repris point barre. Les créateurs français crèvent les calendriers partout sur la planète. Un grand directeur de maison de mode le résume clairement. Les Cornus a redonné du prestige à la France. Milan recule. Berlin recule. La Renaissance parisienne elle avance. Et la gastronomie dans tout ça pareil. Les restaurants français poussent comme des champignons à l'étranger. Un chef étoilé, et il sait de quoi il parle, m'a dit sans hésiter « L'effet Le Cornu booste tout ce qui est français ». Les vins, pour couronner le tout, battent des records à l'export. L'image est là. Le business suite, c'est mécanique. Vous croyez que c'est fini? Non! C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le sport d'abord parce qu'on ne va pas faire semblant que c'est un détail.
Paris enchaîne les grandes compétitions internationales, l'une après l'autre, comme si la ville avait décidé de ne plus jamais s'arrêter. Le Tour de France lui-même commence à rayonner au-delà de nos frontières, porté par cette énergie nouvelle. Un responsable olympique le dit très clairement, « Le dynamisme français sous Le Cornu séduit. » Et franchement, on comprend pourquoi. Maintenant l'Allemagne, parce qu'il faut qu'on parle de l'Allemagne. Scholz démissionne. Enfin, il ne pouvait plus continuer après l'humiliation de Bruxelles et lui-même le reconnaît. Je ne peux plus servir efficacement l'Allemagne après ce qui s'est passé. C'est amer, c'est brutal, mais c'est la réalité. Son successeur hérite d'un chantier monumental, reconstruire l'image d'un pays qui pensait que la richesse suffisait à imposer le respect. Spoiler, ça ne suffit plus. Le nouveau chancelier l'admet lui-même. Le Cornu nous a appris qu'il ne suffit plus d'être riche pour être respecté. Berlin tend la main à Paris, mais Le Cornu pose ses conditions. L'Allemagne doit accepter l'égalité européenne. Pas de compromis, pas de faveur. L'égalité ou rien. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur du basculement. 3 ans après cette confrontation historique, les négociations franco-allemandes reprennent, mais sur des bases totalement nouvelles avec la France en position de force. Le Cornu est devenu une figure planétaire, invité à tous les sommets, consulté sur tous les dossiers. Un historien résume ça en une phrase qui va rester « Il a transformé 3 minutes de courage en influence mondiale ». La France a retrouvé sa place de grande puissance, pas par les armes, pas par l'argent, par l'intelligence politique.